Oui, donc bonjour à tous. Je ne suis pas un free lifer. Pour le moment. J'espère être un free thinker. Parce que je pense qu'on a besoin de beaucoup de liberté de penser dans cette période où on passe d'un équilibre qui s'était fait. On parle de la politique, de la représentation, des pouvoirs, etc. Et ce qu'apporte le numérique, c'est cette métamorphose numérique qui sera suivie dans quelques décennies d'une métamorphose cognitive. Mais ce qu'elle apporte effectivement, c'est une déstabilisation de tout ça. Alors ça nous libère, mais à chaque fois qu'on crée un espace de liberté, on crée aussi un espace pour une nouvelle jungle. Donc il faut aussi voir comment cette jungle, on va se l'approprier, s'apprivoiser. Qu'en penses-tu ? Alors déjà, moi, je voulais te dire que je me sens pas du tout de me battre avec toi. D'abord parce que je fais pas le poids, et puis parce que quand on en dessous de la ceinture. Non, mais non, je voulais dire au niveau intellectuel, enfin évidemment, évidemment au niveau intellectuel. Non, et puis parce que tout à l'heure, quand on était assis, on était d'accord sur toute la ligne. Donc du coup, voilà, ça va plus être un échange non violent et amical. Ensuite, par rapport au numérique, du coup, je suis d'accord avec toi, une fois de plus. Je pense que le numérique, bon, du coup, je m'y connais quand même beaucoup moins que toi, mais de ce que j'ai vu sur le terrain, pour moi, c'est un formidable outil d'empowerment citoyen, d'empuissantement citoyen. Je pense aux laboratoires de fabrication, au Fab Lab, à l'open source. Bon, évidemment, à cette culture aussi émergente, qui est une culture horizontale et qui, pour moi, est aussi une sorte de pouvoir redistribué. Donc, en tout cas, voilà, vu sous cet angle-là, pour moi, c'est clairement une révolution et une formidable opportunité pour s'empuissanter. Alors le numérique pose beaucoup de questions, d'où le loss in transition. Et en venant là, je me suis dit, mais comment faut-il faire pour ne pas être perdu dans les transitions? Et je pense que la réponse, c'est de penser au-delà de la transition. En effet, cette transition, elle n'est pas darwinienne, on dit qu'elle est plutôt lamarckienne. Ça veut dire qu'il y a une série de ruptures qui arrivent et qui se combinent, autoconstruisent quelque chose de très très complexe. Et personne ne peut deviner ce que va être cette bifurcation, parce que c'est vraiment très riche. Et donc l'idée, c'est après de penser peut-être le jour d'après, cette grande rupture qu'on est en train de faire. Et ça veut dire, plutôt que penser, comme on l'a fait beaucoup, et c'est très utile, quels sont les services qu'on va pouvoir inventer, comment on va la vie de tous les jours, etc., c'est de penser que de toute façon, ça va arriver, d'une façon ou d'une autre, et de regarder comment, sur le fond, cette métamorphose numérique va impacter nos grands fondamentaux. On a parlé de la démocratie. Je suis aussi d'accord avec Cynthia que le problème du don à la société est aujourd'hui quelque chose de très important pour pouvoir construire. Et donc, ce qu'il faut, c'est ouvrir notre regard pour voir plus loin, de voir mieux en arrière, de voir plus loin devant, d'aller au-delà de ces rapides que l'on traverse. Et d'un seul coup, j'allais dire, tout devient plus simple. J'essaye de dire que je suis pas un productiviste, mais un prospectiviste. Et la prospective, c'est surtout pas inventer le futur, c'est surtout pas le mettre dans des scénarios. C'est effectivement de donner des éléments pour comprendre où ces trajectoires vont nous mener. Mais c'est aussi, et je pense que c'est très important, c'est regarder le présent vu du futur. Et dans ces cas-là, vous devenez, je pense, beaucoup plus serein. Alors, pour continuer sur le numérique, puis après, j'espère qu'on pourra un peu élargir. Mais c'est vrai que ce que tu dis, ça me fait penser à Michel Maffezoli, c'est ça, qui donc analyse les tribus, et notamment les tribus numériques, et qui en fait explique comment finalement la culture du numérique permet à toutes ces tribus de libérer ce qu'il appelle leurs identités multiples. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que finalement, c'est aussi une occasion d'explorer donc ces identités multiples et de libérer, en fait, en gros, de devenir soi. Et du coup, voilà, pour moi, il y a aussi cette dimension dans le Lost in Transition. C'est finalement, on n'a plus rien à perdre. On ne sait plus vraiment
qui on est, à quel groupe on appartient. Et si on saisissait cette occasion finalement pour devenir soi, pour explorer toutes ces facettes, et un peu comme quand on voyage finalement et qu'on se perd, finalement quand on se perd en voyage, c'est le moment où les choses intéressantes peuvent commencer, où finalement on fait des rencontres, et il y a une certaine magie qui commence à opérer, et on commence aussi à se connecter à soi-même et à se connaître. Donc finalement, c'est quelque chose qui doit nous permettre d'aller vers plus d'humanité et de continuer de réinventer le projet humain. Et ça fait penser à un ami qui travaille sur l'Afrique. Il me dit, moi, son approche, c'est un consultant très astucieux, c'est pas de dire on va apporter à l'Afrique le numérique, le développement, etc. On va aussi puiser dans l'Afrique, on va se ressourcer aussi en Afrique pour continuer à faire ce développement. Et je pense que cette approche-là, qui est une approche d'ouverture, elle est clé pour justement ne pas être perdu ou retrouver. L'Afrique, c'est une forme, c'est l'autre, c'est un autre aussi. Il y a un tas d'autres. Et ce qui me rassure, c'est que finalement, au-delà de cette couche de superstructure qui gouverne nos pays, etc., on a de la texture qui est en train de se reformer très profondément. Des humains qui se parlent, qui disent on va faire des choses ensemble. Donc on est en train de travailler cette patte qui va nous permettre d'aborder ce saut, cette transition. Alors là-dessus, je pense donc qu'il faut quand même se dire, posons-nous les questions presque philosophiques, et ce que fait Shounova, les travails avec des groupes d'enfants sur la philosophie, je trouve ça extrêmement important. D'abord parce qu'ils apportent des réponses qui sont en général plutôt assez raisonnables. En fait, parmi le taux de réponse, ils sont plus raisonnables que parfois nous le sommes. Et que donc, finalement, on n'a pas quelque chose qui va éradiquer l'humanité. Enfin, si on ne fait pas de bêtises avec quelques trucs. On n'a pas quelque chose qui va éradiquer l'humanité. On ne va pas inventer un transhumanisme qui va remplacer l'humain, qui va le remplacer dans son corps par les robots, etc. On a quelque chose qu'on peut, étape pour étape, construire, mais à condition d'ouvrir les yeux et de refuser qu'on fasse entrer... il y a un livre qui s'appelle 2001, Odyssée de l'espèce, qui avait écrit en son temps... 2100, pardon. Odyssée de l'espèce, qui avait écrit Thierry Gaudin. Et il dit à un moment, il écrit en 93, on va essayer de nous mettre dans le mental des objets virtuels. Il écrit ça. Si on réfléchit à tout ça, effectivement, il faut qu'on se batte, contrairement à toutes ces idées. D'ailleurs, je ne suis pas, moi, un combattant de la transparence. Parce que la transparence, poussée à l'extrême, c'est nier son identité. C'est d'être ouvert. Donc, ça peut être un objet, la transparence. Et justement, Francis, moi, je me posais la question par rapport donc, à ces sujets que tu traites. Quelle est ta position vis-à-vis, du coup, là, c'est vraiment philosophique, vis-à-vis de l'essence humaine, vis-à-vis même presque de la spiritualité ou de l'âme, parce que finalement, toutes ces questions de transhumanisme, d'intelligence artificielle, ça nous remet clairement, ça nous met en question par rapport à cette humanité-là. Qu'est-ce qui différencie finalement l'homme de la machine voilà, qu'est-ce que tu penses de... La première chose, c'est que c'est quand même l'homme qui crée la machine. Et dedans, il y met beaucoup de choses. Bon, il faut savoir aussi, on est les enfants de la Terre. C'est vrai qu'on peut se poser la question de ce co-développement entre l'homme et la machine, ce que ça va donner. Donc il y a ceux qui disent attention, les robots vont nous remplacer. Moi, je ne le crois pas du tout. À la rigueur, on pourrait donner naissance à une race fille de l'humain si on leur donne beaucoup d'intelligence. Mais je pense que, et c'est ce que dit dans ce livre Thierry Gaudin, c'est ce qu'on dit aussi un ministre de la Culture célèbre, que ce 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Ça ne veut pas dire que ce sera religieux. Parce que les religions, c'est effectivement une organisation sociale, etc. Ce sera spirituel ou pas, c'est-à-dire que ça pose le problème de l'évolution de l'humanité, du projet humain, quoi. Et donc tu penses que la spiritualité est vraiment un élément essentiel dans le cadre de cette transition. Justement, pour ne pas être perdu dans cette transition, est-ce que pour toi, ça peut être effectivement un outil? En gros, l'intériorité citoyenne, comme dit Thomas Dansembourg. Oui. Donc il y a deux boussoles. C'est le problème avec les journalistes, c'est qu'ils savent plus se poser des questions et dire des choses. Non, je peux y répondre, mais peut-être qu'il peut... Pour moi, il y a deux boussoles. Il y a une boussole qui se dit une Terre, 10 milliards. Donc si on est perdu, on a au moins cette boussole-là qu'il va falloir assumer. Sinon, ça va être terrible. Et d'autre part, qu'est-ce que l'humain fait sur Terre?
Une fois qu'on réfléchit à ça, on n'a pas forcément les réponses, mais on est déjà sur une bonne voie, quoi. Après, je peux dire aussi Allez, ma réponse. Et le temps allant très vite, vous avez Non, 1 minute chacun pour conclure. C'est vrai que pour conclure, après, par rapport à mon expérience personnelle, après avoir dédié presque 10 ans à étudier la transition, vraiment avec une démarche politique et collective, vraiment en dessinant les contours du monde de demain et en comprenant les révolutions simultanées, donc agricoles, sociétales, économiques, technologiques, enfin bref, énergétiques et j'en passe. C'est vrai que, notamment après la COP21, et je t'en parlais hier, et les attentats, on va dire que mes recherches se sont beaucoup plus portées par la suite, après ce moment vraiment fondamental, vers effectivement la révolution intérieure, vers la souveraineté. Cynthia parlait de souveraineté tout à l'heure, mais finalement la première souveraineté, c'est à l'échelle individuelle, travailler son autonomie. Et effectivement, cette fameuse sécurité intérieure. Et du coup, pour moi, il y a vraiment une piste à explorer à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'après les attentats, je me suis mise à la communication non violente et à l'intériorité citoyenne auprès de Thomas Dansembourg. Et voilà. Et pareil, Cynthia parlait de courage tout à l'heure. Et la racine du mot courage, c'est quand même le mot cœur. Et donc, c'est vrai que la reconnexion au cœur, ça a l'air bisounours comme ça, mais pour moi, c'est un vrai outil politique parce qu'il sert l'intérêt général. Et donc, ta minute. Oui, la réponse viendra du cœur, la solution viendra du cœur. La souveraineté, il n'y a pas d'humanité sans souveraineté, à tous les niveaux, de l'individu, des groupes, etc. Donc tout abandon de souveraineté et quelque chose porte en soi le fruit d'une forme de dégénérescence. Il faut tuer, élaguer les idées qui nous mènent à rien. Par exemple, le travail va se raréfier. Depuis tout le temps, on a dit il y a des progrès, etc. Il y a des professions qui... Non, il faut se battre. Il n'y a pas de limite à la richesse que l'humain peut créer. Donc il n'y a pas de limite au travail. Simplement, il y a des adaptations qui peuvent être robustes. Donc il faut tuer un certain nombre d'idées. La transparence, comme je l'ai dit, on n'a pas d'intérieur. Le grand danger, c'est qu'on nous supprime tout notre intérieur. Il y a des bouquins écrits là-dessus qui sont tout à fait intéressants. L'exemplarité me semble quelque chose de très prétentieux. Il faut être humain. On n'est pas exemplaire, on peut être dans certains domaines, dans moins. Et puis, je rejoins sur tout à l'heure ce qui a été dit sur effectivement l'intérêt général. C'est quelque chose d'extrêmement complexe dans ces nouvelles conditions. Et aussi ce qu'on appelle les communs. Se mettre ensemble pour faire des choses. On a là quelque part des pivots de la réflexion, je pense, à faire pour la suite.